Azul بجيو من خازين مرحبا يسود تفوق لا سيناتور مديس نمس حسا يعقوبي يتنمر من شيغان في تواديات تدمسا غاسم سمون نمغا أخا من d'ailleurs. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous dans le cadre de cet événement spécial organisé par l'association Amrar. Je tiens tout d'abord à présenter mes vifs remerciements à M. Farouqi Mustafa, directeur du centre Abou Qasim Zayani, pour avoir mis à notre disposition cet espace agréable de la bibliothèque pour organiser cette cérémonie. Nous avons l'honneur de présenter l'œuvre de M. Hussa Yaqoubi. L'auteur nous donnera plus d'éclaircissements sur les circonstances de son accouchement en pleine pandémie Covid-19. Accouchement est le terme choisi par l'auteur pour annoncer l'apparition de son œuvre. M. Hussa Yaqoubi est une figure très connue dans le mouvement Amazigh depuis plusieurs décennies, un homme de terrain infatigable qui n'a cessé de défendre la cause amazigh. M. Hussa Yaqoubi est originaire de Zaoud Cheikh. Son destin l'a conduit sur d'autres villes du Maroc, notamment Khnefra, où il était enseignant de français au lycée Abou Qasim Zayani. Je l'ai connu à cette époque parce que j'étais élève au lycée Abou Qasim Zayani. Ensuite, Marrakech, puis Meknès, où il était formateur au centre pédagogique régional, et enfin à Rabat, où il était chercheur à l'IRCAM. Il a passé plusieurs années dans d'autres pays, en particulier les États-Unis d'Amérique et la France, où il a risqué sa vie. Et je vous laisse le soin de lire le livre pour connaître la cause. L'œuvre dont il est question est intitulée « Mémoire d'outre-mer », titre qui en dit long sur le lien de l'auteur avec les femmes qui l'ont adopté et qui ont laissé leurs empreintes dans sa vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Je ne vous en dirai pas plus, car il va y avoir des interventions qui vont mettre la lumière sur les différents aspects de cette œuvre, thématique, esthétique, etc. Nous avons parmi nous le docteur D. Begri, enseignant au cycle d'agrégation au CRNF à Marrakech, et le docteur Tijani Sedani, professeur-chercheur à l'université Sultan Moulay Slimane et membre de l'association Amrar. En premier lieu, je donne la parole à M. Hussa Yaqoubi pour nous dire un mot sur son œuvre Mémoire d'outre-mer. Monsieur Hussa, à vous. Azul, je suis vraiment ému parce que je suis entouré de mes élèves, je dirais même mes enfants, quelque part, et ça remet beaucoup de choses parce que non seulement j'ai connu Madame Fatima Tijani dans des circonstances de travail et de militantisme, mais cette rencontre que je dois remercier M. Farouqi, elle a lieu à Abou Qasim. C'est là où j'ai enseigné dans les années difficiles que vous allez trouver dans le livre. Et j'ai gardé un amour pour cette vie qui n'a jamais été satisfait, comme ce besoin de téter quand on prive un enfant qui vient de perdre sa mère, c'est-à-dire un sevrage précoce. C'est quelque chose que vous allez trouver dans le livre.
Alors voilà, je suis vraiment honoré d'avoir Madame Fatima, d'avoir Aidé avec qui j'ai partagé aussi des aventures. Nous avons mangé un chien, il faut le dire. Quelqu'un qui nous a vendu un chien, un chiot, il nous a dit Wallah rasa foulous, ma foulous, la tqandat. Quant à Tijani, c'est avec beaucoup d'émotions que je l'ai découvert après le CPR en train de travailler à Sidi Yahya au Saad. Il faisait du théâtre avec ses élèves, avec le professeur de l'éducation islamique, avec le professeur de l'arabe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a montré l'image d'un professeur amoureux de sa langue maternelle, mais d'une ouverture extraordinaire sur la culture régionale et marocaine. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait de dire que j'ai mangé du chien, mais... voilà, merci Madame Fatima. تلميذ مس حسين يعقوبي خصيب سيرتيفيكو ديستنش ديواليوم تيوي افناكس مخت ديسيوي. Alors, je remercie M. Hussein Yacoubi pour son intervention intéressante où il a abordé les circonstances de l'écriture de son œuvre. M. Hussein Yacoubi est une source inépuisable de connaissances et d'informations. C'est tout à fait normal, vu son expérience et ses multiples voyages qui lui ont permis de s'ouvrir sur d'autres horizons et de s'épanouir sur d'autres cultures. Alors maintenant, je passe à la deuxième intervention et je cède la parole à M. Aidi pour faire un décryptage de l'œuvre Mémoire d'Outre-mer. Son intervention a pour titre La naissance de l'auteur solidaire dans Mémoire d'Outre-mer. À vous, monsieur, la parole. الناس فاطمة السلام عليكم مسؤولات طامت لي مزيان والله غاس فرح النشاط زنتا حنسيرو تجمع بود معاهم سي بدي زينان كاين تيجاني تساوى راسو هو نقول ميما ورس يا كيف بالعكس كيما يدي ساوى التيجاني انا كان présentant Hussa. Là, j'étais très content et je suis vraiment très touché d'être parmi vous et de me trouver dans cet espace de culture extraordinaire. Je remercie surtout les organisateurs. Je vais quand même alterner. Je vais parler de la naissance de l'auteur. La naissance de l'auteur que j'ai appelé aussi solidaire. Et la naissance de l'auteur, ça c'est un concept un peu critique. L'auteur, le katib, l'Occident, maintenant Roland Barthes, on a parlé de la mort. L'auteur est déjà mort. Avec le livre de Hussa, moi je veux attirer votre attention sur le début de quelque chose et sur la naissance. Et puis l'auteur qui est Hussa, c'est un auteur solidaire. Moi je vais expliquer ça. Maître solidaire, c'est pas un auteur, on a aussi une silhouette d'euro, en fait, ici on le refait en face. Ici on le refait en face, il y a un souci aussi, il y a des silhouettes dans la communauté. Donc c'est un auteur, mais chérir le jeu, d'accord, mais aussi il y a le nous. Il y a ce nous communautaire qui est présent dans le livre de Hussa. Et puis Hussa, c'est un auteur, il a fait beaucoup, d'accord, il a beaucoup hésité, il a fait beaucoup d'efforts pour conquérir l'écriture. C'est le métier de l'écriture. Et puis l'écriture, il n'a pas pensé à écrire et à parler de soi. Mais si c'est ça, on le fait en face.
mais il a partagé cette écriture avec les autres, avec Tiourouti Bratine et les immigrés. Et puis tout le roman, une très grande partie du roman, il a joué l'interprète. Aïdrasna, je ne sais pas, ça s'appelle la femme. On dit que c'est La tête, à la fin, le récit de la fin. Mouna. D'accord. Mouna, on voit l'écriture, c'est juste. Hussa, il a joué l'interprète, ça veut dire que l'écriture, pour Hussa, ce n'est pas une écriture à destination, mais il y a aussi cet acte de solidarité qui est partagé. Alors, puisque c'est le premier livre que nous présentons, c'est son premier livre, pour en parler effectivement, il y a beaucoup d'aspects qui pourraient constituer des centres d'intérêt. Quand on lit le livre, bien sûr, on peut voir des thèmes fondamentaux comme par exemple le temps et les événements d'enfance dans le livre. Ça arrive facilement. L'évocation des figures phares de la fratrie, les femmes, etc. Donc on a l'impression qu'on lit une saga familiale quelque part. Les moments importants du parcours scolaire, les épisodes marquants de la vie estudiantine en France, le voyage, la constitution de la famille et autres thématiques, je dirais classiques, qui sont présentes. Et simultanément, à l'intérieur de ces champs thématiques, on peut apercevoir des contours, l'organisation interne, etc. Il y a un autre aspect dans le livre qui pourrait peut-être constituer l'objet d'un article par la suite et qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans ce livre, Hussa fait preuve d'une, ce que j'appelle une surconscience linguistique. D'accord ? C'est quelqu'un qui écrit avec une conscience linguistique et scripturale et qui se pose toujours des questions sur son écriture. Donc il y a une question qui revient et ça c'est très intéressant pour exprimer ses sensations et sa vision des choses et c'est ça ce qui est très important. Hussa inscrit dans son texte ses multiples appartenances et les différentes langues qui façonnent son identité dans sa langue d'écriture et transforme l'espace de son texte en un lieu d'interaction de plusieurs éléments culturels. Donc on lit le texte et puis on voit des langues, on voit des cultures, on voit et tout ça interagit dans l'espace texte d'une manière composite et homogène et extraordinaire. Ce mélange sert à construire un sens justement cosmopolite, composé et généreux de la famille et de l'identité en général. Ce sens cosmopolite, on peut le comprendre rapidement à travers le personnage de l'immigré sénégalais, sa réaction, d'accord ? Le personnage de Jacqueline, celui de Michel aussi, donc ça revient à ce sens un peu cosmopolite. Mais ce qui m'intéresse justement aujourd'hui, ce n'est pas ça. J'ai dit que ça pourrait constituer la lecture après. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de proposer une lecture des significations attribuées par l'auteur lui-même à ses motifs d'entrée dans l'écriture. En effet, il est aisé de remarquer que l'auteur, dans ce livre, interroge ce que j'appelle l'éveil de sa vocation littéraire. Et c'est un auteur qui se découvre et qui découvre sa compétence scripturale et puis il se pose des questions. Se demander sur le caractère démonstratif de son écriture, c'est vouloir conférer un sens à celle-ci. Ça, c'est le caractère ce qu'on appelle les auteurs universitaires. Il y a un auteur qui se pose des questions sur son écriture. Pourquoi faire, pourquoi écrire, etc. C'est établir justement une conjonction entre l'écriture conscience, je veux écrire, et puis l'écriture action. Quand j'écris et je pense à ce que j'écris. Donc ça est praxis. Nous nous proposons donc d'analyser la pratique débutante ou plutôt naissante de l'auteur et essayer de rendre compte de l'acte de naissance et d'émergence de l'auteur comme notion. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la mort de l'auteur. Et cette naissance, la naissance de l'auteur, je vais l'expliquer par le contexte. Le contexte culturel, social, etc.
L'auteur ici a le souci de partager et de faire bénéficier les siens des largesses de l'écriture. C'est ce sens de solidarité qui caractérise son acte. C'est ce que j'appelle aussi, puisque là c'est un mot que j'ai forgé en pensant à vous justement avec l'écotourisme. Je parle de éco-scripturalité. C'est une écriture qui va vers l'autre et faire bénéficier l'autre de ce que j'écris. D'emblée, le jeu ici, c'est-à-dire je qui parle, J-E, veut écrire pour soi et pour les autres. Et il y a en effet deux jeux. Dans le livre de Hussa, il y a deux jeux. Le premier est autobiographique, qui s'efforce de raconter une histoire personnelle revendiquée comme réelle et vécue, et qui de plus vise à être connue. Le deuxième est solidaire et public, qui partage l'acte d'écrire avec les autres et qui de plus vise à les rendre connus et à en faire des actants qui comptent en les dotant d'une épaisseur psychologique et littéraire importante. Ça, c'est le travail, on va le dire peut-être à la fin, et j'explique ça avec le contexte, et puis avec toute l'intertextualité qui est présente dans le livre. Ça, c'est une dimension aussi très importante, à commencer par mémoire d'outre-mer. Je vais essayer d'établir un pont avec mémoire d'outre-temps. Mais vous allez voir comment je fais le lien, ça peut peut-être vous interpeller. Alors, faire bénéficier ces siens de son acte d'écriture, c'est là le sens solidaire, je dirais même prométhéen de l'écriture. Et je vais m'expliquer. Prométhéen, Prométhos, et cette évocation de ce Dieu, je vais le dire. Et une volonté excessive de reconstruire l'image de l'aïeul chez Hussa, la quête du père, du patriarche, du symbole, etc. Et de toute la communauté. Faire passer celle-ci, c'est ça peut-être certaines ambitions, certains buts de la part de l'auteur, c'est de faire passer la communauté de l'oralité à la scripturalité, de l'oubli à la mémoire et de la transhumance à la sédentarité littéraire et culturelle. On peut déceler dans le destin individuel de l'auteur le symptôme de la singularité du devenir d'un groupe social particulier, en voyant à des trajectoires individuelles variées. Et c'est ce qui est très intéressant chez Hussa, c'est qu'il y a des trajectoires individuelles, mais qui tendent toutes vers un lieu culturel de la communauté, etc. Il y a des questions qu'on peut se poser justement, pour aller un peu vite. Je ne sais pas, on peut parler jusqu'à... Oui, moi j'ai des questions, je ne sais pas si je pourrais après répondre à toutes les questions, mais c'est intéressant de les poser. Quelles sont les significations qui sous-tendent? C'est comme ça que j'ai travaillé, je me suis posé des questions, après j'ai choisi quelques-unes pour en faire des réponses. Alors, quelles sont les significations qui sous-tendent le fait de s'approprier l'écriture et de mettre en forme ses souvenirs et de restituer ceux-ci dans une catégorie prédéfinie de discours? Quel est le lien existant entre le destin fabuleux de l'auteur et celui de sa communauté? Quelle est la place de l'écrit dans les processus de prise de conscience de soi? Quel est l'effet induit chez le lecteur par la lecture de ce genre de récit, sachant que l'auteur lui-même distingue entre deux lecteurs, d'accord? Et il y a des lecteurs, je vais citer après le texte, et cette conscience, il est exprimé quand vous dites, M. Hussa, que j'ai la conscience que je ne m'adresse pas tout simplement aux lecteurs avec qui je partage la langue maternelle, et il y a un lecteur, un autre lecteur, d'accord? Il y a un autre lecteur. Peut-on parler d'une écriture solidaire où le pacte de l'écriture est basé non pas seulement sur la duplicité narrative, je-il, mais sur la multiplicité et la polyphonie? L'auteur dans le roman, dans le livre, c'est un narrateur, mais aussi un conteur, un historien, un documentaliste, un interprète, un écrivain public, etc. Et il y a plusieurs postures. Vous voyez, autant de questions de toute façon. Alors rapidement,
je prends le premier élément pour parler de ce que j'ai appelé ici, et pour répondre et expliquer tout ce qui est naissance, solidarité, etc., la conquête de l'écriture et l'émergence du moi de l'auteur. Ensuite, je vais voir le partage de l'écriture. Il y a d'abord et au début de ce livre une longue question sur l'écriture et sur la nécessité de la conquérir et devenir auteur. Ainsi, reconnaissons-nous l'émergence et la constitution de la notion de l'auteur à travers la réclamation de ses droits, les droits d'auteur. À la page 6, on peut relever 5 droits fondamentaux qui résument en même temps le sens de l'écriture chez notre auteur. Après une longue attente, je cite le texte, le jeu s'est imposé en vainqueur incontesté, se donnant le droit de 5 choses. De défier la morale. Pourquoi je vais écrire pour défier la morale? Conquérir l'écriture, c'est vous et c'est l'auteur qui le dit, saisir la parole, délire et parler de soi. Délire, je mets un trait d'union entre dé et lire, pour ne pas délirer, c'est pas délirer, mais c'est délire, et c'est ça, dans délire, il y a ce passage justement de la lecture à l'écriture, et on va voir effectivement, moi j'ai fait un relevé de tous les intertextes que j'ai moi reconnus en tant que lecteur. J'ai reconnu énormément une intertextualité très riche. Mais d'abord, pour défier la morale, on voit qu'effectivement, dans Mémoire d'outre-mer, il y a un projet, c'est celui de mettre en récit sa vie, son moi. Donc, on est là dans ce qu'on appelle l'invention du moi, avec Vincent Carreau, l'invention du moi, par opposition à Pascal, parce que, regardez, moi ce que je pense, et c'est ce que je fais dans mes lectures, je ne lis pas la poésie berbère pour y chercher, par exemple, l'absurde de Camus ou l'existentialisme de Sartre. Je replace la poésie dans un contexte qui lui correspond, dans une énonciation qui lui... Et puis, la poésie on est à Sartre, le XXe siècle, c'est très difficile les poètes berbères, toutes ces théories. Il faut d'abord situer et essayer de trouver des correspondances entre les temps. Peut-être qu'un poème berbère, peut-être qu'il faut revenir en arrière, par rapport, si on veut par exemple comparer, il faut revenir en arrière pour retrouver l'énonciation littéraire du XVIIe ou du XVIe ou du XIXe, peut-être. C'est une hypothèse. Il faut vérifier le décalage. Et puis, moi, le livre de Hussa, je vais expliquer ça après. Pour moi, le livre correspond à la fin du XVIIIe siècle. Je prends ce risque de mettre le livre à la fin du XVIIIe, parce qu'en France, justement, il y a cet éveil, il y a un éveil philosophique, un éveil intellectuel, qui fait que les Français commençaient à oublier ce qu'on appelle la loi pascalienne du moi est haïssable. Il faut savoir qu'il était interdit. C'était interdit de parler de soi dans la tradition occidentale française maintenant. C'était haïssable. D'accord. On a peut-être, moi je pense que nous appartenons encore à cette morale. Nous appartenons à cette morale, ça veut dire que, regardez, je vais citer le Hussa même qui dit que l'auteur a beaucoup hésité avant de décider d'écrire, de peur d'être entaché d'exhibitionnisme. Le mot exhibitionnisme, nombrilisme. Exhibitionnisme, ça veut dire que on n'est pas encore là, on n'a pas cette morale qui nous permet de parler du moi, d'accord, de dire ce que nous sentons, et d'exprimer une exaltation du moi. Le moi n'est plus, alors au XVIIIe siècle, le moi n'est plus haïssable. Il ose, les confessions de Rousseau, etc. Et je crois que ça,
par rapport à notre morale, par rapport à notre communauté, il est là, d'accord? C'est quelqu'un qui ose, d'accord? Qui ose et qui veut dire des choses sur soi, qui veut se montrer, etc. À la page, ou bien conquérir l'écriture, là je vais parler de la figure de Prométhée. J'ai mis cette identification. Prométhée, c'est ce dieu qui est allé dérober le feu pour le donner aux humains. Et ça, moi je le compare à Prométhée des Berbères, Prométhée Nimazia, qui est allé dérober le feu. Ici c'est l'écriture, et pour la partager avec les siens. Je vais vous donner tout de suite la phrase sur laquelle je me suis appuyé pour donner cette interprétation. Saisir la parole, c'est en quelque sorte passer à l'écrit et raconter son histoire. Délire, réinvestir ses lectures. Et là, Chateaubriand, Roland Barthes, je sais, Roland Barthes, pas Roland Barthes, c'est l'imagerie. L'imagerie, ça me rappelle le livre de ça, à insérer des images réelles, des images vraies, d'accord? Ce n'est pas des dessins, mais ce sont des albums de photographie. On voit Khati Yamna, on voit la maison de Hati, etc. Et ce sont des photos vraies. Ça, c'est une pratique déjà utilisée par un auteur français qui s'appelle Roland Barthes. Donc, Roland Barthes et Hussa. Je sais que Hussa connaît très bien Roland Barthes. Abdelkibir Khatibi, il est cité directement à Pierre Bourdieu, Khalil Gibran. Et ensuite, moi j'ai essayé d'établir des liens entre des épisodes dans le livre. Par exemple, le récit d'Yamna, pour moi c'est l'opium et le bâton. Yamna Abdallah, c'est l'opium et le bâton et le rôle de la femme dans la libération, la résistance, etc. Mon frère Leveau, ou plusieurs récits, c'est Jma, pour moi. Il y a cette identité un peu origine contestée ou le fils du pauvre. Quand ça a commencé à raconter et à faire ce récit autobiographique, je suis né, ça m'a rappelé l'incipit du fils de pauvre, je suis né, etc. Baha, pour moi c'est Harouda, Sim Souda, ou Sim Souda de, comment s'appelle l'auteur, Serhan. J'ai établi cette comparaison entre Baha et Harouda Souda, etc. Donc je vois qu'il y a un fond intertextuel très riche qui montre effectivement que l'auteur est un lecteur et que l'écriture pour lui c'est un réinvestissement, c'est un réinvestissement de ses lectures. Parler de soi, mais pour donner une nouvelle conception de l'homme berbère, une nouvelle culture à construire qui émerge et qui se précise par ses œuvres orales, par d'autres œuvres à venir, et surtout à la fin, un jour, regardez la dernière phrase du livre est un vœu, un souhait. Puis cet enfant naturel de mon amour légitime de la langue française donner naissance un jour à une publication dans ma langue maternelle. C'est un livre à venir, on comprend l'auteur, dans ses projets intellectuels, etc. Alors en général, la propension à écrire est ainsi strictement proportionnée au sentiment d'avoir le droit à l'écriture. C'est un auteur qui se donne justement à l'écriture, qui écrit parce que il dit j'ai droit à l'écriture. Droit conféré d'abord par une sorte de sélection institutionnelle, biologique, naturelle. Je cite, sur 1200 foyers de notre tribu, nous avons été 2 garçons seulement à obtenir notre baccalauréat. D'accord? C'est notre auteur qui a rencontré l'ovule de l'écriture et qui a déclenché le processus de la fécondation. C'est ce que j'ai appelé moi la sélection. J'ai cette métaphore de fécondation, puisqu'il est le seul qui
qui a pu réussir et faire l'école. Il est difficile de prétendre faire le tour du livre, c'est vrai, il y a une fusion entre jeux, entre il, entre nous, etc., une interconnexion. Mais en lisant le livre, on sent une tension, une vigueur qui vient de la présence d'une méditation ou une interrogation forte et longue sur la fonction sociale et civilisation de l'écriture. C'est ça ce qui est important. L'auteur qui s'approprie l'écriture essaie d'abord de défier la morale qui condamne l'exhibition du moi. Je retrouve la citation. C'est à cause de la morale qui a pesé sur l'auteur que sa venue à l'écriture est tardive. Faire part de mon vécu, voici la phrase, faire part de mon vécu, mais longtemps apparu comme un acte entaché d'exhibitionnisme. Exhibitionnisme, c'est-à-dire, je ne sais pas si je veux dire ça en tamazirt, par exemple, alors un livre d'Attoro, etc. La réaction du public, ça va être de cette manière. Je ne sais pas comment l'exhibitionnisme, comment on peut l'expliquer. C'est-à-dire moralement, c'est-à-dire pour lui, j'ai écrit un livre en termes de réception, c'est pas encore acquis. Oui, c'est pas encore acquis, et c'est cette morale-là que je suis en train d'expliquer. Encore réception. Mais notre auteur est ici fidèle à la tradition locale. Mais je rappelle aussi, ça c'est une remarque que j'ai trouvée dans un article d'une femme qui s'appelle Lucette Heller-Goddenberg, un article un peu daté, 1989. Voilà ce qu'il dit sur les poètes berbères. Le poète berbère, contrairement à ce qui se fait en Occident, ne parle pas de son jeu intime, de ses émotions très personnelles et très rares. Il ne cherche pas à être unique dans son lyrisme. Il cherche au contraire à être conforme, à être vraisemblable. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, comme dans la littérature arabe, dans la littérature française, est-ce qu'il existe, le poète, une femme, et nomme une femme. Je ne sais pas. Il parle de l'amour, mais de manière un peu phénoménale. D'accord, on parle d'amour, et il fait une... je ne sais pas, c'est peut-être que je sache. C'est ce que peut-être cette femme est en train de... Mais le poète, elle est là, et elle a cette idée de conformité et de ce qu'on appelle vraisemblance dans l'esprit, d'accord? Et l'amour, ça reste un phénomène humain, une passion, qu'on essaie de chanter. Nous sommes encore loin de toute façon de l'ère de l'exaltation du moi lyrique ou romantique, mais il faut voir que le contexte est celui de l'invention du moi. Nous retrouvons le même monologue fait par Hussa dans son livre, le même monologue, c'est tout à fait normal puisque le titre « Mémoire d'autres mères » contient un clin d'œil, comme j'ai dit, à l'œuvre de Chateaubriand. Et moi, je suis allé voir dans Mémoire d'outre-tombe et j'ai trouvé un début qui est semblable à celui de Hussa. Voici ce que dit Chateaubriand dans la préface de ses Mémoires d'outre-tombe sur les motifs de l'écriture de son ouvrage. Je cite, « Je me suis souvent dit, je n'écrirai point les mémoires de ma vie. Je ne veux point imiter ces hommes qui, conduits par la vanité et le plaisir qu'on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs et compromettent la paix des familles. » C'est peut-être la même chose, c'est peut-être le même souci que Hussa a exprimé en disant « faire part de mon vécu, mais longtemps apparu comme un acte entaché ». Ce sentiment, vous voyez, on le retrouve chez Chateaubriand, qui constitue un intertexte, du moins au frontispice de l'œuvre de Hussa. Mais en même temps, l'attitude aussi et le rapport à l'écriture rappelle aussi Rousseau. Rappelle Rousseau, mais avec une modification.
Hussam qui a Rousseau, mais avec une modification. Voici ce que dit Rousseau face à l'autre public, justement. L'auteur parle comme Rousseau, sauf que le jeu est un nous. Voici ce que dit Rousseau: je forme une entreprise qui n'a jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Ça, c'est Rousseau. Mais Hussam, dans son livre, aurait dit, je veux montrer à mes semblables un homme et sa communauté, dans toute la vérité de la nature. Et cet homme et cette communauté, ce sera moi et mes siens. Pour moi, Hussam a parlé de soi, et il a parlé aussi des siens, et à plusieurs endroits, comme a dit Chateaubriand, il a peut-être provoqué, je sais pas, il a peut-être, je ne sais pas si Mouna et les autres femmes ont lu le roman. Est-ce qu'il allait être d'accord, etc. C'est ce que Chateaubriand a dit ici, compromettre la paix des familles. C'est ça normalement l'écriture. Il faut compromettre quelque part quelque chose. Il faut provoquer de toute façon. Rapidement, on passe peut-être à la deuxième partie parce qu'il y a d'autres éléments. Mais je vais parler de partage de l'écriture et expliquer un petit peu ce que j'appelle l'appropriation de l'écriture chez Hussam, qui acquiert une valeur héroïque et prométhéenne. Je cite à la page 6. Je considérais à tort que l'écriture était, sinon sacrée, du moins réservée à une minorité d'initiés. C'est l'auteur. Je considérais à tort que l'écriture était, sinon sacrée, du moins réservée à une minorité d'initiés. L'écriture est réservée au Dieu de l'Olympe, et il revient à l'auteur désormais de la dérober et d'en faire don à ses siens. C'est en quelque sorte un geste prométhéen. Nous voyons en effet que l'auteur fait de l'acte d'écrire un partage, une valeur que cultive l'auteur dans la plus grande sincérité et diversité. Ce que nous apprend l'auteur ici, c'est que l'homme n'est pas déterminé par sa condition et n'est pas prisonnier de quoi que ce soit. En général, hormis 2 épisodes ou 3, l'auteur consacre aussi des récits, des hommages, des requiem aux membres de la communauté. À plusieurs endroits, l'auteur s'éclipse, s'absente et cède la parole à des personnages qui parlent, et puis il y a cette superposition de voix. Ensuite, il en sert pour non seulement s'inventer son moi, mais pour inventer le nous, ce qui fait l'objet principal de l'écriture et le nous communautaire. On peut faire un travail de stylistique sur les pronoms pour étudier ça. Il y a une variation de pronoms extraordinaire, on passe de je au nous et puis au on, etc. Ensuite, et ça sera l'autre élément, parce que c'est important de s'arrêter, le partage de l'écriture, et puis l'idée de construire, elle est présente chez Hussam, déconstruire une doxa dominante pour reconstruire avec ce procédé-là. Je l'explique à travers le retour à l'école, l'administration, l'institution de mariage, bref, un ensemble de rapports et de systèmes qui condamnent la culture de l'auteur sont ici déconstruits. Tous les systèmes qui empêchent l'éclosion et l'épanouissement de la culture de l'auteur, son identité, et elles sont déconstruites. Et commence par l'école. Le livre, Hussam revisite ses souvenirs scolaires sous le prisme d'une critique, je dirais, radicale de l'école publique marocaine. À travers ce retour à l'école dans le livre, l'auteur offre au lecteur un double régal. D'abord, le souvenir scolaire est repris en donnant au récit une tonalité lyrique et nostalgique, et en même temps, cette rétrospective narrative se fait par un discours contestataire
à l'égard de l'école. Bref, c'est une école obligatoire qui impose une hiérarchie de consommation et un pouvoir. C'est l'organe de reproduction. Alors, école obligatoire, une hiérarchie de consommation, pouvoir, organe de reproduction, tout ça c'est une terminologie d'un spécialiste de l'école qui s'appelle Ivan Illich. Et je sais très bien que l'auteur de Mémoire d'outre-tombe connaît très bien cette personne. Et il y a aussi l'intertexte d'Ivan Illich dans le livre. Ces contenus sont souvent sans rapport avec les besoins des enfants, ni d'abord avec leur modèle social et linguistique. Les savoirs à l'école sont déformés, les maîtres sont repoussants, les conditions sont défavorables, sauf la cantine, quelque part. Nous repérons justement chez notre auteur une vision critique qui rappelle ou s'inspire de celle de la société sans école d'Ivan Illich. Selon ce dernier, il faut voir aussi le mal que cause l'école. Tous les souvenirs scolaires sont humiliants pour les enfants. Et dans le livre, Hussa est un professeur, enseignant, formateur des enseignants, qui possède un point de vue particulier sur l'école. Je connais très bien ces idées dans ce domaine. À tout cela, il faut substituer une véritable éducation dispensée par des personnes sages et qui préparent à la vie, qui donnent le goût de vivre et d'expérimenter. Je cite l'auteur, Ati m'a appris tant de choses qui ne figurent pas dans les programmes scolaires. Citation à la page 25. L'école doit pouvoir devenir, donc, pour Hussa, le principal lieu de rencontre et de jonction entre la vie et les savoirs. Et c'est ce et le livre contient justement cet appel de réhabiliter l'école quotidienne, l'école naturelle dans l'espace institutionnel. C'est la raison pour laquelle ces récits d'enfance qui représentent des fables scolaires parfois douloureuses incarnent les expressions exemplaires des discours contestataires de l'école, archaïque et réactionnaire. Ainsi, les histoires que nous conte l'auteur sont la reconstitution à grands traits de sa longue et irrémédiable rupture avec sa langue et son milieu d'origine. Dans un épisode sur la langue amazigh n'est pas prise en considération par le professeur. Rupture engagée dès sa plus jeune enfance et qui se manifeste par l'enchantement qui est accordé aux années d'enfance et d'études, par le retour continuel sur la figure féminine, maternelle, par une vision nostalgique, parfois rustique et intellectualisée de la vie d'antan, du monde villageois d'autrefois, des rapports sociaux du peuple, mais aussi plus généralement par une blessure ou un déchirement, par un sentiment de trahison et de reniement. C'est la raison pour laquelle le rapport au passé villageois, dans le livre, scolaire et familial, thématique prépondérante aussi bien sûr dans le livre, paraît déterminant chez notre auteur dans la conscience qu'il prend de sa trajectoire sociale et pour parler d'une certaine capitalisation culturelle. Ça, c'est un autre élément qu'on peut développer, capitalisation culturelle et non pas acculturation scolaire. Hussa est un auteur qui arrive à ce stade-là après avoir capitalisé, c'est-à-dire après avoir ramassé. Et dans le processus de capitalisation culturelle de Hussa, ma chérie l'école qui a fait de lui ce qu'elle est, mais il y a le voyage, il y a la vie, il y a l'expérience, et tout ça fait donc le capital culturel de l'auteur. La capitalisation, c'est-à-dire le processus par lequel on est passé pour devenir ce qu'on est, d'accord ? Pour comment on a ramassé notre culture. Ce n'est pas seulement l'école qui fait de nous ce que nous sommes, hein, c'est aussi d'autres expériences. Hein, je parlais de ça. Alors, pour terminer, on est un peu, parce que peut-être que j'ai beaucoup parlé. Pour terminer, je dis tout simplement que dans le domaine littéraire, écrit Daniel Zanon, dans Les Confessions, manifeste la même évolution que la promulgation
Alors, la promulgation des droits de l'homme, moi je dirais que le mémoire d'outre-mer de Hussa manifeste la même évolution que la promulgation du manifeste berbère et de la reconnaissance officielle du Tamazigh dans le domaine politique, celle de la culture amazigh comme valeur. Dans la cité politique, l'individu possesseur de droits devient le citoyen. Et Hussa, dans le livre, elle donne à l'Amazigh, elle donne aux paysans berbères un droit d'exister dans la littérature. Et c'est ce que j'ai essayé de défendre aujourd'hui et je vous remercie beaucoup. Merci.